Eh bien bonjour et bienvenue dans Divergence 36e épisode. Aujourd'hui on est uniquement avec Fabrice, Xavier Moreau, notre camarade Xavier est de retour du Donbass ou sur le chemin de retour. Idem pour notre ami Nicolas Mirkovic et notre jeune Tomasovic est en vadrouille avec un groupe justement qui est venu découvrir Moscou. Donc eh ben, Fabrice, on a le plaisir d'être ensemble, on va pouvoir faire un tour d'actualité que tous les deux en tête à tête. Comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, dans ce 36e épisode de Divergence, on va vous parler un petit peu justement d'un parade russe finalement qui s'est extrêmement bien passé. Et puis on va aller un petit peu plus loin quand même sur les réactions côté occidentaux. On va voir un petit peu côté Russie aussi. Est-ce que le ton monte dans cette guerre avec l'Ukraine? Et puis la position des États-Unis qui devient désormais sur la question, sur le volant ukrainien, qui devient l'énigme. Et puis enfin, on vous parlera un petit peu de l'AfD, qui n'est plus un parti extrémiste en Allemagne. Tout de suite, générique. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? J'ai été mis en cause par le pédophile et j'ai le droit de répondre. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances? J'espère que le gâteau était bon. Win, the yes, need the no to win, against the no. Je suis le bruit et la fureur. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. C'est de la poudre de perlimpinpin. Jeanne, au secours! Au revoir. Eh bien voilà, la poudre de perlimpinpin, Jeanne au secours. Eh bien effectivement, il y a besoin de venir au soutien de la France d'Emmanuel Macron, qui a réagi vivement aux parades hier. Fabrice, je ne sais pas si tu l'as vu, en souhaitant agréger autour d'elle encore une fois des pays du bloc occidental vaillant et courageux pour venir en soutien, bien entendu, à l'Ukraine. L'Ukraine qui, d'ailleurs, par la voix de son président, Zelensky, a annoncé d'ailleurs qu'un grand sommet de ces pays défenseurs se déroulerait à Kiev prochainement. Premièrement, Fabrice, qu'est-ce qu'on peut dire de cette parade? Est-ce que c'est une réussite pour Poutine, pour la Russie d'une manière globale, et pour Vladimir Poutine en tant que président isolé, bien entendu? Alors, je crois, comme beaucoup d'observateurs, que le 9 mai 2025 restera gravé dans les livres d'histoire pour des décennies à venir. C'était un jour historique parce que la Russie nous a montré a fait une démonstration de force, à la fois politique, à la fois diplomatique et à la fois militaire. Tout ça a été extrêmement bien organisé. Tout dans les détails a été réussi. Il n'y a eu, en tout cas, lorsqu'on était sur place ou lorsqu'on regardait la télévision, on n'a vu aucun défaut. Tout était parfaitement millimétré. Et surtout, en fait, la Russie, la conclusion de cette journée, c'est que ça a été une réussite totale et historique, totalement historique. Je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre de chiffres pour bien que nos auditeurs comprennent ce qui s'est passé hier, 9 mai 2025. On fêtait les 80 ans donc, de la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie. Les Russes et la diplomatie russe a réussi à faire venir sur la place rouge pour regarder le défilé de la victoire 27, je crois que le chiffre exact c'est 27 pays étrangers. Donc de nombreux présidents, mais aussi des représentants de haut niveau de pays, avec l'invité star, on va dire, la Chine, avec Xi. Je crois que tous ceux qui ont pu suivre la parade ont vu que Xi était assis à la droite de Poutine. Mais il y avait aussi des pays africains, beaucoup de pays d'Amérique du Sud, des pays asiatiques. Il y avait aussi Robert Fico, de la Slovaquie, qui, malgré les menaces, a quand même décidé de venir, avec le président serbe Vučić. D'ailleurs, l'un et l'autre ont décidé de prendre une photo tous les deux, comme pour narguer un petit peu les représentants européens,
en leur disant, mais malgré vos menaces, malgré les sanctions qui pèsent sur nous, on a quand même décidé de venir, on est là, on l'avait promis à Poutine et on y est. Et on ne le regrette pas. Donc, bon, même le Washington Post a quand même déclaré que les tentatives d'isoler la Russie, qui ont eu lieu depuis 3 ans, le début de l'opération spéciale, avaient lamentablement échoué. 27 pays représentés, et ce sont les pays du Sud global, sont les pays du monde multipolaire, sont les pays en fait du futur, les pays de demain, alors que l'Union européenne, les pays occidentaux sont eux en train de s'isoler du reste du monde. Mais en fait, l'avenir s'écrivait clairement à Moscou hier, et on a vu des images, quelques images comme ça aussi des commémorations qui avaient eu lieu à Kiev dans le même temps. Pardon, mais ça sonnait mal, ça faisait vraiment pathétique de voir ces cérémonies inclusives ou avec quelques représentants qui étaient là, alors que en fait toute l'histoire s'écrivait hier sur la place Rouge à Moscou. C'était magnifique. Après, en termes de sur le défilé en lui-même, c'est quand même 11 500 militaires qui ont paradé, dont 1500 qui appartenaient, qui sont des vétérans ou des soldats qui font la guerre actuellement en Ukraine. Je crois qu'il y avait environ 200 pièces, matériel militaire, avec des chars, avec des systèmes d'artillerie, des topoles, etc. On a vu aussi les drones, les derniers drones, les drones les plus modernes, ceux qui viennent de sortir. C'était la grande nouveauté, puisque aucun drone n'avait encore jusqu'à présent foulé, si je puis dire, les pavés de la place Rouge. Donc on a vu du nouveau matériel, du matériel de pointe, du matériel ultra moderne en quantité importante, alors que, rappelons-le, la Russie mène, plutôt l'OTAN mène une guerre contre la Russie, et que la Russie se défend contre la plus grande coalition militaro-politique terroriste, j'aime bien le rajouter ce mot-là, de l'histoire de l'humanité. Et malgré tout, sur la place Rouge, il y avait un nombre considérable à la fois de soldats et à la fois de matériel. Donc vraiment, véritablement, on peut dire que c'est une réussite au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau de la démonstration de force militaire. Et je crois que les représentants et les dirigeants des pays qui étaient présents hier ont été impressionnés, car c'était véritablement impressionnant. Absolument. Alors effectivement, ça a été noté même par nos médias de grand chemin. Beaucoup de matériel moderne, tout à fait récent, voire, comme tu l'expliquais, qui n'est pas encore sorti sur le champ de combat. Donc ça a surpris quand même beaucoup d'observateurs. Une parade qui s'est très bien réalisée dans les rues, on l'a vu. Il y avait beaucoup d'étrangers, notamment. Moi, je peux en témoigner. On était notamment avec Tomasovic, et on a vu quand même beaucoup d'étrangers. Donc c'est assez surprenant. On s'attendait véritablement à une foule purement moscovite. Eh bien, pas du tout. Il y avait quand même beaucoup de pays, notamment d'Asie, qui étaient présents. Ça renforce justement la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça renforce pas encore une fois ces BRICS? Alors peut-être avec un petit bémol, effectivement Lula était présent également, mais Modi, lui, n'était pas là. Alors, je ne vais pas parler d'Afrique du Sud, même si on peut avoir beaucoup de respect pour eux, c'est pas le pays le plus important de l'anagramme BRICS, mais ceci dit... Mais c'est un pays historique, par contre. Oui, ça par contre c'est vrai. Ça déplié. Mais ceci étant, effectivement, pas de présence de l'Inde, ça c'est peut-être un petit peu dommageable, mais on a senti quand même au travers des pays qui étaient présents à Moscou que peut-être effectivement ce fameux Sud global, ces BRICS plus, comme on pourrait les appeler, eh bien, voulaient envoyer un message très clair à l'Occident. Tu l'as rappelé avec justesse, la position centrale au niveau des télés de Xi Jinping et pas anodine. Le fait que, eh bien voilà, il y ait des troublions européens qui étaient très visibles aussi au niveau des écrans, c'est pas anecdotique non plus. Donc voilà, est-ce que c'est la révolte du Sud global encore une fois? Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le cas de l'Inde. N'oublions pas quand même que l'Inde, en ce moment, entre l'Inde et le Pakistan, les tensions sont en train de monter jour après jour. Ça peut s'expliquer le fait que Modi ne soit pas venu en Russie. Je crois qu'aujourd'hui,
il y a beaucoup de choses à gérer pour lui dans son propre pays. Et donc, en fait, sa non-présence à Moscou, le 9 mai, ne montre pas qu'il tourne le dos ni aux BRICS ni à la Russie, bien au contraire, puisqu'on sait d'ailleurs que la Russie et l'Inde ont signé récemment et ont prévu de signer d'autres accords de coopération entre les deux pays. Donc, je crois qu'il ne faut pas prendre la non-présence de l'Inde comme un affront à la Russie ou des tensions entre les deux pays. Idem pour l'Afrique du Sud? Pardon? Idem pour l'Afrique du Sud ou? Oui, je vois pas en fait. Alors, je ne vois pas en fait de tension apparaître aujourd'hui entre la Russie et l'Afrique du Sud. Pour quelle raison l'Afrique du Sud n'était pas présente, je l'ignore et je crois qu'on ne le sait pas. Peut-être qu'on le saura dans les jours, les semaines qui viennent. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les BRICS montrent qu'ils sont une organisation dynamique, une organisation résolument tournée vers le futur, avec beaucoup de projets en commun entre ces différents pays, et notamment des projets au niveau économique et des projets au niveau de la construction de différentes routes pour l'acheminement des marchandises, avec d'énormes projets à la fois sur des corridors nord-sud, à la fois sur des nouvelles routes de la soie, etc. Ne tirons pas de conclusions trop hâtives pour le moment. On verra un petit peu ce qui se passe, mais je crois que le cas de l'Afrique du Sud n'est pas non plus quelque chose d'inquiétant. Comme je l'ai dit, on en saura plus dans les jours qui viennent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les pays qui étaient présents hier, on a vu quelques heures, ou quelques minutes plutôt, avant le défilé de la victoire, Poutine recevoir tous ses hôtes, venir lui serrer la main. C'était une séquence, je crois, qui était absolument magnifique, de voir tous les couples présidentiels venir, ou des représentants de haut niveau des différents pays venir lui serrer la main avant d'aller sur la place rouge. Je crois en fait justement que les pays des BRICS, mais je crois qu'il ne faut pas on va dire cantonner ou réduire la présence des pays qui étaient présents hier à ceux des BRICS, mais je préférerais parler du monde multipolaire, des pays du Sud global, comme on les appelle, qui étaient là et qui se sont unis autour de la Russie pour féliciter les héritiers des soldats de l'URSS qui ont vaincu l'Allemagne nazie. Et je crois en fait que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que malgré les tentatives de l'Occident, excusez-moi, de l'Occident et notamment de Trump ces derniers jours, ces dernières semaines, d'essayer de tirer la couverture à lui en expliquant que le grand vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique, eh bien, les pays du monde entier ont compris que si il y avait eu une victoire, elle était due essentiellement grâce aux efforts, grâce, je dirais même, au sacrifice de tout un pays qui s'appelait à l'époque l'URSS. 27 millions de morts. Et Poutine, dans son discours qu'il a tenu sur la place rouge hier, a bien expliqué qu'il était hors de question et qu'il ne laisserait jamais personne voler la victoire à l'URSS. Et je crois que le message est passé vraiment de façon très claire auprès de tous ces dirigeants du Sud global qui ont parfaitement compris que si effectivement il y avait eu l'ouverture d'un deuxième front à l'ouest, et notamment l'arrivée des Américains et le débarquement des Américains, cela avait rapproché la victoire, comme l'a dit d'ailleurs exactement en ces termes-là Poutine hier, avait rapproché l'URSS, l'armée rouge de la victoire, mais qu'en aucun cas on pouvait dire que ça avait été décisif. Et je crois en fait que ces tentatives de falsifier l'histoire, que les pays européens, les pays occidentaux essayent de faire admettre au niveau mondial ont totalement échoué. Tout le monde sait aujourd'hui que, et hier en fait Poutine l'a largement rappelé, comme je l'ai dit, que la victoire, elle était due essentiellement au sacrifice de l'armée rouge. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le message, effectivement, s'adresse à l'Europe, ou finalement pas tant que ça, puisque l'Europe n'est plus
je dirais, une variante importante ni pour la Chine de Xi Jinping, ni pour la Russie de Vladimir Poutine, ou est-ce que très clairement le message est à destination de Donald Trump? On l'a vu, Donald Trump, on en a beaucoup parlé, notamment sur son canal. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on avait effectivement beaucoup d'espoir d'une diplomatie retrouvée avec la Russie, notamment. Les premiers jours, les premières semaines étaient extrêmement enthousiasmantes. Et puis là, on est retombé dans finalement tout ce que l'on décrit, c'est-à-dire un Trump qui parle, mais qui ne fait pas grand-chose. Est-ce que véritablement, c'est je dirais, l'événement d'hier, la parade d'hier de ce 9 mai, c'est un message adressé de la part de Poutine et de Xi Jinping à Trump pour lui dire, eh bien écoute, nous sommes unis et tu ne pourras pas nous défaire les deux pays et deux superpuissances en même temps. Donc est-ce que ce n'est pas une tentative d'ouvrir la négociation en lui montrant la puissance et la fermeté des deux pays? Oui, je crois en fait que tu l'as bien souligné. Le message n'était pas adressé aux dirigeants de l'Union européenne. Clairement, l'Union européenne n'existe plus dans l'esprit des Russes. L'Union européenne est un nain politique, est un nain diplomatique, est un nain économique, et je dirais même est un nain au niveau des forces armées. On a vu là les chiffres passer. Alors, on se souvient que Macron avait dit on va envoyer des troupes en Ukraine, que les Anglais voulaient aussi envoyer des troupes en Ukraine. La réalité, c'est que si on prenait tous les pays de l'Union européenne ensemble et qu'ils avaient la possibilité d'envoyer des soldats, les analystes ont dit qu'il n'y aurait pas plus de 27 000 je crois que c'était 23 000 en faisant les fonds de tiroir véritablement. Voilà, c'est ça, oui. Donc, c'est absolument ridicule quand on connaît les chiffres sur place, où il y a, on va dire, environ un demi-million de personnes, un demi-million de soldats russes d'un côté et peut-être 350 000 soldats ukrainiens de l'autre. Donc, 23 000, 25 000 soldats de plus, de moins, ça changera strictement rien. Donc, en fait, cette Union européenne n'existe plus dans l'esprit des Russes. Si l'Union européenne un jour change de disque et se met à vouloir tendre la main à nouveau à la Russie, évidemment, la Russie l'acceptera. Mais aujourd'hui, en fait, la Russie ne tient absolument pas compte de l'Union européenne. En revanche, effectivement, elle tient compte encore de l'avis des États-Unis d'Amérique. Et je crois qu'effectivement, c'était un message, entre autres, que Poutine a voulu faire passer comme une réponse du berger à la bergère sur les dernières déclarations de Trump, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas arrêté ces derniers jours de dire que, en fait, la grande victoire avait été essentiellement réalisée par l'armée américaine. Et je crois que, en fait, même si c'est pas pour cette raison-là qu'il a invité les 27 représentants des pays du Sud global, même si c'est pas pour cette raison-là qu'il a organisé ce défilé, puisque ce défilé existe depuis bien plus longtemps, on sait, c'était effectivement dans son discours, on a senti qu'il y avait quand même, dans le discours de Poutine, on a senti qu'il y avait quand même une volonté de répondre à Trump sur ses dernières déclarations et de montrer un front uni et de dire à Trump, de toute façon, on trouve très bien votre volonté un peu tardive, mais mieux vaut tard que jamais, de vouloir à nouveau essayer de régler le conflit de façon pacifique et d'arriver à trouver un accord de paix. Mais nous, en réalité, on n'a pas besoin de vous. C'est-à-dire que si on doit signer un accord de paix, ça va se faire selon nos conditions, parce que sur le champ de bataille, c'est nous qui régnons en maître. Voilà. C'est deux messages qui ont été véhiculés d'ailleurs cette semaine du côté américain et du côté russe. On a eu Lavrov qui a pris la parole pour dire que c'était très bien que les États-Unis soient partie prenante dans ce processus de paix, mais que finalement, ils n'en avaient pas besoin côté russe, puisque de toute façon, la paix se signerait avec l'Ukraine. Bon, déjà, ça met un petit froid. Côté américain, on a eu la réplique du berger à la bergère par la voix de J.D. Vance, qui a dit pour la première fois, d'ailleurs, quelque chose d'assez négatif sur la Russie. Enfin, même si c'est pas très méchant, mais en tout cas, c'est la première fois où J.D. Vance marque, je dirais,
une opposition à la politique russe, puisqu'il a annoncé jeudi soir pour nous en Europe, donc jeudi matin pour eux aux États-Unis, qu'effectivement le processus de paix en Ukraine était compliqué, puisque la Russie avait des volontés trop importantes, ou trop, comment on pourrait dire, en tout cas, des desiderata trop hauts. Voilà, donc, et qu'il fallait globalement que la Russie revienne à des souhaits plus modestes, ce qui risque probablement pas d'arriver en tout état de cause. Surtout, qui est-il, en fait, pour dire que, pour placer le curseur là où lui veut qu'il soit placé. En fait, les États-Unis n'oublions pas que ce sont les États-Unis qui ont précipité cette guerre. Voilà. En fait, J.D. Vance, il est l'héritier des responsables de la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine. Les Russes ont tout fait pendant des années en acceptant Minsk 1, Minsk 2, en voulant, dès le surlendemain du 24 février 2022, les accords d'Istanbul qui avaient été signés puis déchirés, etc. Les Russes n'ont pas eu d'autre choix que de lancer cette opération spéciale. Ils l'ont lancée à contre-cœur, mais ils l'ont fait pour des raisons justifiables. Ils sont en train de gagner la guerre. Et donc, voilà, soit les accords de paix se signent selon leurs conditions. En fait, c'est aussi simple que ça. Partout et dans l'histoire du monde entier, c'est toujours le vainqueur d'une guerre qui dicte les conditions. Alors, ceci étant, la guerre n'est pas encore gagnée. Elle n'est pas encore gagnée, mais on peut en parler de ça. Aujourd'hui, en fait, c'est l'armée russe, tout le monde le sait, tout le monde le voit, il suffit de regarder une carte, la carte des opérations. En fait, tout le monde voit que c'est l'armée russe qui a l'initiative sur toute la ligne de front. Encore aujourd'hui, du côté de Toretsk, du côté de Seversk, etc., l'armée russe avance, l'armée russe prend des localités, l'armée russe a repoussé sur la poche de Koursk. En fait, on a vu que la Russie avait libéré en fait tous les territoires et repoussé l'armée otano-kievienne. En fait, quel est l'intérêt pour la Russie aujourd'hui de signer un accord de paix qui ne serait pas avantageux pour eux, au risque d'ailleurs de recommencer dans 15 ans, dans 20 ans, une nouvelle guerre? Il en est hors de question. Chose qui a été annoncée côté ukrainien, puisque le conseiller porte-parole, j'ai oublié lequel des deux, je ne sais plus si c'est Yermak ou un autre, bref, c'est pas grave, a dit qu'effectivement l'accord de paix permettrait à l'Ukraine de se repositionner pour dans 10 ans, pouvoir venir récupérer, notamment, alors lui estimait jusqu'à la Crimée. Donc bon, là, on peut continuer les rêves. Petite question technique. On le voit, il y a quand même beaucoup de mouvements diplomatiques qui s'opèrent de part et d'autre dans ce conflit qu'on a cru à un moment, justement, par l'intermédiaire des États-Unis, pouvoir arriver à une solution diplomatique pour lequel on a l'impression depuis 2-3 semaines que finalement, il n'y aura pas d'accord diplomatique et puis on continuera avec un conflit armé. On le voit notamment avec le fait que Trump réouvre les livraisons d'armes, même si c'est assez modeste, mais quand même, c'est un signal extrêmement fort à l'Ukraine. On voit que la Chine a été autorisée, tolérée, alors ça prête à sourire d'ailleurs, par les Américains comme faisant partie du petit groupe des pays qui peuvent négocier la paix avec l'Ukraine et la Russie. Et puis à côté de ça, je le disais en début d'émission, on voit hier soir en contrebalance de ce qui s'est fait lors de la parade, on voit un Macron toujours plus guerrier, toujours plus motivé en tout cas avec le nouveau chancelier allemand Merz, qui lui est un fou furieux, soyons clairs, et l'anglais Starmer a fédéré un petit groupe, on sait pas trop qui, un petit groupe en Europe pour venir au soutien de manière plus active encore à l'Ukraine. Mais c'est un petit groupe de nains, en fait, qui représente rien. Le message des Russes est très clair. Nous, on veut bien signer un accord de cessez-le-feu du moment qu'il est durable et du moment qu'on a les garanties que ce cessez-le-feu ne va pas servir à l'armée ukrainienne pour se renforcer, pour se réorganiser, pour acheminer plus de matériel, etc.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes ont été trahis plusieurs fois par les Occidentaux. Minsk II a été une trahison totale, on le sait. Merkel, Hollande l'ont clairement dit qu'ils avaient signé cet accord-là juste pour gagner du temps. Il est hors de question, vu les sacrifices qui ont été consentis par la Russie et les morts. On sait que Vladimir Poutine, à la différence d'un Zelensky, à la différence d'un Macron, à la différence d'un Starmer, tient compte du sang qui est versé et des efforts qui sont consentis par son peuple, parce que c'est un des rares dirigeants, en tout cas en Occident, à être un véritable patriote, qui aime son pays et qui aime son peuple. Et pour lui, il est hors de question en fait, que le sacrifice qui a été consenti par le peuple russe ne serve à rien. Donc en fait, la situation est très claire. Il l'a dit, il l'a répété, Lavrov l'a dit et répété aussi. Nous, on veut bien signer un accord de paix, on veut même bien signer un cessez-le-feu du moment qu'il est durable et du moment qu'on a les garanties. Si vous, les Américains, vous voulez qu'on signe ça, alors apportez-nous ces garanties-là. Les Américains sont incapables de leur apporter ces garanties. Donc voilà, la balle est renvoyée dans leur camp. Tant que vous ne nous donnez pas ces garanties-là, nous, on continue. On continue puisque de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de continuer. Fabrice, ça va clôturer ce premier thème. Je le rappelle à tout le monde avant qu'on finisse cette émission en parlant de l'AfD qui n'est plus un parti extrémiste. Je le rappelle à tout le monde, vous le voyez derrière Fabrice. Alors on va mettre Fabrice un peu plus petit. Il y a une petite cloche que vous voyez en dessous, mais ce n'est pas un message subliminal. Encore une fois, ça veut dire abonnez-vous à cette chaîne. Donc vous faites la petite cloche pour vous abonner, la petite cloche pour recevoir toutes les notifications sur toutes les émissions de notre chaîne tout au long de la semaine. Il y a Nicolas Mirkovic, il y a Xavier Moreau, il y a Tomasovic, il y a Fabrice Sorlin que vous voyez avec moi ce matin, et puis plein d'autres invités que nous recevons tout au long de la semaine. Et puis enfin, faites un like à la vidéo s'il vous plaît, ça nous aide en termes de visibilité, ça nous aide à justement avoir un meilleur référencement sur YouTube et donc à avoir plus de personnes qui peuvent venir découvrir nos programmes. Donc ça, c'est important. Aidez-nous, ça prend 30 secondes pour vous. Puis pour nous, ça fait toute la différence. Donc voilà. Et puis enfin, petit mot, tout simplement, vous le voyez en dessous de Fabrice. N'hésitez pas à vous abonner à Fabrice Sorlin sur son canal Telegram. Donc canal éponyme. Dans la barre de recherche Telegram, vous cherchez Fabrice Sorlin tout simplement et vous arriverez jusqu'à son canal. Il y a plein d'infos pour tous ceux qui sont passionnés justement sur la question du conflit ukraino-russe et puis également plus généralement de la géopolitique. Alors tu as des grandes spécialités, Fabrice, à part la Russie, tu es aussi expert sur la question du Moyen-Orient et de l'Iran. Voilà. Je m'y intéresse. Beaucoup de choses se passent en ce moment au Moyen-Orient, notamment avec l'Iran, mais aussi le conflit qui se tend de plus en plus entre l'Inde et le Pakistan. Ce sont des choses extrêmement importantes, surtout que l'Inde et le Pakistan sont quand même deux pays qui possèdent la bombe nucléaire. Tout ça est relié de toute façon, puisqu'il y a des frontières communes entre le Pakistan et l'Iran, et que, en fait, tout simplement, si on arrive, et j'espère qu'on va arriver rapidement à la résolution du conflit en Ukraine, la bête otano, la bête de l'OTAN n'est pas encore morte et elle va continuer à répandre ses œuvres maléfiques ailleurs dans d'autres théâtres d'opération. Et je pense justement qu'ils sont en train de glisser petit à petit vers l'Asie. Et ça, je crois que c'est des choses qui sont extrêmement importantes à souligner et à comprendre. Voilà, donc si vous voulez avoir toutes ces informations, eh bien voilà, abonnez-vous au canal Telegram de Fabrice. Abonnez-vous d'ailleurs à notre canal Telegram Divergence Politique. Sur le site internet de Divergence Politique, vous le voyez, il y a des articles également. On a eu un article absolument passionnant qui nous a été proposé par un auditeur qu'on a mis en ligne sur l'intelligence artificielle. Jusqu'où faut-il aller? Jusqu'où faut-il accepter d'aller justement? Donc allez rejoindre ces articles, ils sont publiés sur le Telegram. Ils sont bien entendu tous sur la page internet de notre site divergencepolitique.fr. Voilà, la publicité pour nous suivre. Et faites tout de suite petite jingle de transition et puis on se retrouve avec le deuxième thème.
Voilà, si vous voulez venir découvrir Moscou, la 3e Rome, n'hésitez pas. Si vous voulez sécuriser votre argent, sortir de la zone euro et venir faire des placements en Russie, bah, écoutez, contactez Divergence Service, on sera heureux de vous renseigner. Fabrice, notre deuxième thème de ce 36e épisode de Divergence Politique, eh bien, c'est l'AfD qui, cette semaine, a été officiellement en Allemagne retiré de la liste des partis dits extrémistes. Donc, ça sous-entend globalement une plus grande liberté, notamment d'expression dans les médias. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'AfD? Est-ce que finalement, la ligne qui s'était fixée politiquement et qu'ils ont tenue contre vents et marées, est-ce qu'elle est finalement renforcée aujourd'hui par cette décision prise en Allemagne? En tout cas, cela montre qu'on peut avoir une ligne claire sans jamais essayer de renier ses propres opinions, tout en continuant à exister. En fait, bon, là, on souligne le fait comme une grande victoire que l'AfD a été sortie de la liste des partis extrémistes. En fait, le vrai scandale, c'est qu'il y a été mis. Il y a été mis, alors certains ont dit oui, il y a été mis parce que justement, il n'a pas su mettre de l'eau dans son vin, parce que il a été jusqu'au boutiste, etc. Bon, ben là, en tout cas, cette décision de le sortir de cette liste montre bien que, en fait, il n'y a aucun rapport entre le fait de trahir ses opinions ou le fait de les garder et de se faire blacklister par un pays, enfin, ou plutôt par un gouvernement d'un pays. En fait, je crois qu'il est important aujourd'hui de comprendre dans toute cette histoire que l'Union européenne est aux abois. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Et que parce que l'Union européenne est aux abois et parce que l'élite de cette Union européenne est aux abois, elle se durcit. Et parce qu'elle se durcit, elle interdit tous les partis qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, lui nuire. Alors, on a vu ce qui s'est passé en Roumanie, mais on a vu que malgré l'interdiction de Georgescu de se présenter, eh bien, c'est son candidat, entre guillemets, qui a gagné et de très loin le premier tour des élections présidentielles. On a vu ce qui s'est passé en France avec Marine Le Pen. On a vu les tentatives en Slovaquie, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? C'est que, en fait, il ne sert à rien de trahir sa doctrine et ses opinions sous prétexte d'essayer de plaire à l'ennemi qui est la bureaucratie de l'Union européenne et parce que, quoi qu'il arrive, ils vont rentrer en conflit avec vous. Donc, autant garder une ligne droite, autant rester un phare dans la tempête pour les populations des pays. Et on voit que des victoires peuvent quand même être possibles malgré cela. Et ça, je crois que c'est vraiment le message qu'il faut retenir. L'AfD est restée droite dans la tempête, continue à servir de phare. Alors, on peut ne pas être d'accord avec tout, mais en tout cas, c'est un parti qui prône la paix, qui est contre la guerre en Ukraine, qui est contre l'acheminement du matériel, d'argent, etc. À l'armée ukrainienne, qui est contre l'immigration, qui est contre le wokisme. Bon, voilà, eux au moins ne se sont pas reniés et malgré tout, on voit aujourd'hui qu'ils obtiennent une victoire. Alors peut-être est-ce une victoire qui sera uniquement passagère, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On sait qu'en phase 2, l'Union européenne agit, c'est une des plus grandes dictatures en fait qui ait jamais existé en Europe. L'Union européenne s'est transformée vraiment en régime dictatorial. Mais en tout cas, voilà, savourons cette victoire et surtout prenons-en bonne note et disons-nous que pour nous, Français, ce qu'il nous faut aujourd'hui en France, c'est un parti politique qui ne se renie pas sur sa doctrine, un véritable parti. La France a besoin d'un véritable parti nationaliste qui assume en fait ses choix, voilà, et qui ne cherche pas à se renier pour faire plaisir en fait aux dirigeants et du pays en question.
En notant peut-être quelques petites parenthèses par rapport à ta prise de position, c'est que côté roumain, Simion, alors Simion qui est d'ailleurs c'est assez rigolo comme anecdote, puisque vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux, Georgescu, Călin Georgescu, donc a été blanchi dans cette affaire et effectivement de comment on pourrait ça d'interférence russe, pardon, il a été blanchi. Donc finalement, il n'est ni un escroc ni quelqu'un qui a été soutenu par la Russie pour être poussé en avant. Mais eh bien, trop tard, et de toute façon, il ne peut plus être candidat. Donc, Simion a gentiment dit qu'il pourrait être éventuellement son Premier ministre en cas de victoire, s'assurant donc le soutien des électeurs nombreux de Georgescu et Simion, qui quand même, lui, est revenu sur certaines positions assez dures qu'il avait vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, on pourrait avoir un Bardella bis côté roumain. Attendons, moi, je veux toujours laisser la chance au produit. Laissons la chance, mais disons que les premières prises de parole de Simion sont beaucoup moins tranchées que ce qu'il disait avant d'être dans la peau du candidat, et on pourrait tout à fait avoir un retournement de veste assez rapide. C'est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il est encore en campagne. Oui. Campagne électorale. En campagne, il a demandé d'ailleurs, il a demandé aux Ukrainiens de payer de payer la note pour les missiles patriotes qui ont été fournis. Voilà, accessoirement. Donc, on va voir ce que ça donne, mais on sait qu'un homme politique, en fait, pendant une campagne électorale, essaye de ratisser évidemment le plus largement possible, surtout avant le deuxième tour. Donc, bon, pour moi, je n'attache pas trop d'importance aux propos qu'il tient pour le moment. J'attends de voir, une fois qu'il sera élu, la position, les décisions qu'il prendra. Et là, on pourra vraiment le juger. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai quand même, ou alors j'ai l'esprit très mal tourné, mais j'ai senti quelques petits pics à l'encontre du Rassemblement national dans tes mots. Est-ce que véritablement l'AfD est-il l'exemple à suivre pour le RN? Effectivement, tu parlais d'un socle de valeurs où au moins les militants, les adhérents de l'AfD aujourd'hui comprennent leur parti par rapport à hier. Là où ce n'est pas forcément le cas au niveau du Rassemblement national, on l'a beaucoup dit sur ce canal, le fait qu'il y ait des alternoiements ou des changements radicaux de position au Rassemblement national. Voilà. Est-ce que aujourd'hui le RN, voyant ça, ne doit pas se dire après tout, redevenons ce qu'on est, c'est-à-dire un parti qui a des convictions claires, nettes, établies et qui ne les renie pas? Oui, d'abord, je voudrais faire quand même une petite précision par rapport à ce que j'ai dit. Il existe en France quelques partis qui ne se renient pas, notamment chez les souverainistes. Malheureusement, ce sont des partis qui n'ont pas encore atteint, on va dire, la limite critique pour être vraiment des partis établis, ou en tout cas qui ont une chance de pouvoir concurrencer les grosses écuries politiques qu'on connaît depuis des années, mais il faut saluer quand même le courage de ces dirigeants des différents partis souverainistes qui, depuis des années, en fait, tiennent la route. Mais si on veut parler effectivement du RN, je crois que je ne suis pas le seul à faire le constat que le RN aujourd'hui, en fait, change d'opinion en fonction justement en fonction de la tendance du moment. C'est-à-dire que on a vu le RN changer radicalement sa position par rapport à l'Union européenne, par rapport à l'Europe. On a vu le RN changer radicalement d'opinion sur toutes les valeurs traditionnelles, qui étaient opposées à une époque à l'avortement, qui étaient opposées à une époque au mariage homosexuel. Et puis, à mesure en fait que des lois ont été votées dans ce sens-là, on dit maintenant que la loi a été votée, ça ne sert plus à rien d'être contre, on respecte la loi. Non, on peut toujours défaire une loi, on peut le faire de façon démocratique, tout à fait normalement. Il suffit juste d'essayer de convaincre la majorité des Français. Et en fait, je crois que effectivement, c'est important pour un parti politique de rester, comme l'expression que j'ai employée tout à l'heure, un phare dans la tempête. Et surtout aujourd'hui, où on voit que la France, en fait, n'a plus aucun repère.
en fait, le travail de Macron, mais même de ses prédécesseurs, ont jeté sur la France et sur les Français un désarroi total. Les Français ne sont plus en sécurité ni au niveau physique, ni au niveau politique, ni au niveau financier, à aucun niveau. Et les Français, en fait, aujourd'hui sont un petit peu comme orphelins. Et je crois que le RN aurait tout à gagner, effectivement, en se réappropriant ce qu'il a été. Alors peut-être en changeant, effectivement, un certain nombre de rhétoriques malheureuses qu'on a connues, notamment de la part de Jean-Marie Le Pen. Mais en tout cas, sur le fond, garder ce qu'il a été, c'est-à-dire un parti patriote, un parti nationaliste, fier des racines chrétiennes de la France, etc. Et malheureusement, effectivement, ce parti-là a changé et a évolué d'une façon désastreuse pour le résultat qu'on connaît. C'est-à-dire que Marine Le Pen, en fait, n'a absolument rien gagné à faire cela, puisque aujourd'hui, elle est inéligible. Donc, oui, moi, je crois qu'il y a des exemples à prendre autour de nous, dans des pays qui comptent, des pays importants comme l'Allemagne, comme l'Italie, même si, bon, je ne suis pas un grand fan de Mélanie, elle a quand même quelques points positifs à mettre à son actif depuis qu'elle a été élue. En tout cas, c'est la seule aujourd'hui qui peut parler directement à Trump, parce que Trump l'a identifié comme étant la seule dirigeante en Europe de l'Ouest qui est sérieuse. Donc voilà, je crois qu'à force d'atermoiement, en fait, les Français, tout simplement, finissent par perdre la confiance auprès du parti. Auprès du parti, là, on parle du Rassemblement national. Un Rassemblement national de Jordan Macron, d'Emmanuel Bardella, Jordan Bardella, qui est l'avenir de ce parti, parce qu'il l'a dit, Jordan Bardella, je taquine avec ma boutade. Il soutenait, alors comme Thierry Mariani sur cette chaîne avait dit, il y a un plan A, c'est Marine Le Pen, un plan B, c'est Marine Le Pen, et puis une semaine plus tard, Jordan Bardella, oui, mais quand même, je suis prêt au cas où. Donc finalement, on était visiblement passé en moins d'une semaine au plan C qui pourrait devenir le plan du futur pour le Rassemblement national. Est-ce que c'est quand même pas inquiétant que le futur du Rassemblement national soit Jordan Bardella? Est-ce que véritablement, quand on parle justement de partis comme l'AfD, Mélanie, moi, j'ai pas tout à fait le même avis que toi sur la personne. C'est pas une personne que je considère extrêmement pertinente politiquement, mais c'est quand même quelqu'un qui tient Je dis pas que je la trouve pertinente, je dis en tout cas que Trump la trouve suffisamment pertinente pour l'inviter à Washington. C'est pas une référence non plus. Enfin, je veux dire, Trump a des fois des goûts qui sont extrêmement surprenants. Rappelons qu'il avait quand même demandé à Emmanuel Macron, oui, je dis bien, lors de sa venue à Washington, de saluer sa très ravissante femme. Donc, si tu veux, les goûts de Donald Trump peuvent être parfois... Surtout qu'il a beaucoup de second degré. Ou peut-être il y avait beaucoup de second degré, effectivement. Donc, est-ce que, effectivement, pour revenir à la question beaucoup plus sérieusement, est-ce que le Rassemblement national version Jordan Bardella, c'est véritablement ce qu'il faut à ce parti et à la France, d'ailleurs, au passage? Est-ce que j'ai fait ma blague où on compare toujours Bardella à Macron, mais enfin, excusez-moi, mais c'est exactement ça, quoi. Mais le problème de Bardella, c'est qu'il n'a aucune expérience. Et bon, même si j'avoue ne pas m'intéresser à 100% à la politique intérieure française, je la trouve en fait très chiante, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui en fait on n'a plus le droit de rien dire, il y a plus de voix qui comptent dans l'opposition. En revanche, les positions de Jordan Bardella sur la politique internationale sont absolument catastrophiques. Sur la séquence de l'Ukraine, on l'a vu se précipiter pour aller serrer la main d'un Zelensky. On l'a vu, en fait, clairement, je crois qu'il n'a pas le niveau aujourd'hui pour en politique internationale, en politique nationale, je pense pas non plus d'ailleurs. De toute façon, il est trop jeune. Heureusement, il écrit bien. Il n'est pas un enfant à la tête de la France. Ah, Fabrice, heureusement pour nous, il écrit bien, il fait des jolis livres. Oui. Pardon, c'était une deuxième boutade, j'ai pas pu m'en empêcher parce que la biographie a moins de 30 ans quand on n'a jamais rien fait.
Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Vivement le tome 2. Hein. Vivement le tome 2. Il y en aura beaucoup, je crois. Si on est capable d'écrire un livre sur juste une biographie sur quelques années de travail, je pense qu'il va y avoir une longue suite derrière, effectivement. Quelques années de quoi? J'ai une coupure mais heureusement pour nous, tout va bien. Je pense que les assistants parlementaires font des très bons livres aujourd'hui. Heureusement qu'ils sont là pour assister. Plus sérieusement, et pour finir cette émission, effectivement, bon, l'AFD, on va recentrer un petit peu sur le débat. On a effectivement, et c'est peut-être ça, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, la politique française me passionne. C'est notre pays, c'est très important de véritablement pensée patriote, justement pensée souverainiste. On voit l'AFD, c'est une ligne dure et assumée. On voit Fico et Vučić hier contre toutes les pressions qu'ils ont subies, et notamment un Vučić qui a subi un léger empoisonnement aux États-Unis. Donc en plus, physiquement, il n'était pas au mieux de sa forme. Qui sont à Moscou pour envoyer un message fort et clair. C'est des prises de position extrêmement puissante politiquement. Lula, pareil, qui a dû s'exprimer auprès de sa population pour dire pourquoi il était là, etc. etc. Voilà, on voit Trump, avec tout ce qu'on peut dire sur lui, de positif ou de négatif, qui est intransigeant dans sa politique. Moi, je pense qu'il va se planter avant les 2 ans, mais en tout cas, lui, il a son idée et il fonce. Voilà, c'est ça, c'est les hommes aujourd'hui ou les femmes qui font ces partis souverainistes, ces partis patriotes un peu partout dans le monde. Ce sont des gens qui ont des lignes fortes et assumées. Effectivement, en France, nous, c'est tout ce qu'on n'a pas, exception faite, tu l'as rappelé, par exemple, de groupes comme les Patriotes de Philippot, effectivement, etc., mais avec la problématique que tu as citée, malheureusement. Non, mais quand je dis que je me désintéresse à la politique intérieure française, en fait, en tant que patriote, je m'intéresse évidemment à la politique française, à ce qui se passe en France. Je dis juste, en fait, qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a une voix qui compte dans l'opposition, une voix charismatique qui compte dans l'opposition et qui pourrait justement amener un véritable débat? Non, on n'en a pas. Et c'est dans ce sens-là que je dis que c'est chiant à regarder. Quand on voit aujourd'hui ce qui peut se passer justement dans les pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, où on voit des véritables leaders comme Fico, qui osent dire non, à la fois à son opposition, qui ose dire non à la fois au gouvernement et à l'élite, l'élite avec un guillemet de l'Union européenne. Oui, là je me dis, voilà, je vois quelqu'un, c'est intéressant de le suivre. Je vois l'AFD aussi qui, malgré vent, marée, qui malgré en fait les attaques, les menaces, continue à rester droit dans ses bottes. Je me dis, voilà, ça c'est intéressant à suivre. En France, on n'a plus tout ça. En fait, c'est une mer sans vague où on fait semblant un peu d'être dans l'opposition, mais au final, on ne va pas trop loin parce qu'on a peur ensuite d'être traité d'extrémiste, parce qu'on a peur. En fait, aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de ces mauvais qualificatifs. De toute façon, du moment qu'on va à l'encontre des décisions de l'Union européenne, on sera de facto traité de fasciste, on sera de facto traité d'extrémiste, etc. Donc, en fait, n'en tenons pas compte et continuons comme si de rien n'était. Voilà. Les chiens aboient, la caravane passe. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait avoir un leader qui, justement, n'a pas peur de ces mots-là et qui reprendrait le flambeau en disant, voilà, bah, écoutez, de toute façon, nous, on pense ça. Il n'y a rien d'extrémiste à être contre l'immigration illégale. Il n'y a rien d'extrémiste à être patriote français, nationaliste français. Il n'y a rien d'extrémiste dans tout ça. Il n'y a rien d'extrémiste à être contre le wokisme, contre le LGBTisme, à protéger nos enfants, à favoriser les familles, etc. Poutine n'est pas un extrémiste. Poutine soutient toutes ces valeurs. Bon. Et nous, en France, on a donc Bardella, Retailleau, Wauquiez et désormais Louis Sarkozy. Merci. Du mou et encore du mou. Voilà ce qu'on a. Oui, et encore, t'es gentil. Merci et bon week-end à toutes et à tous pour nous avoir suivis. Bon dimanche soir. On se retrouve la semaine prochaine avec équipe complète. Alors, je ne serai pas là. Ce sera probablement Thomas, Fabrice et Xavier qui seront en live. Fabrice, à très bientôt. On te suit, bien évidemment. On te suit sur Fabrice Sorlin, sur Telegram, sur le canal Telegram. C'est noté juste en dessous de la vidéo de Fabrice. Et puis,
à la semaine prochaine pour ce 37e épisode de Divergence politique, Divergence tout court, pardon, et pour toutes les émissions sur Divergence politique. Merci et au revoir. Au revoir.